Ma sœur, la directrice de complexe hôtelier de luxe, s'est moquée de moi, toi? La femme d'un milliardaire? N'insulte pas les vraies femmes, puis m'a jeté dehors comme une arnaqueuse. 1 heure plus tard, je suis descendu d'un yacht de 190 millions d'euros, tenant la main de mon mari. Bonjour, je suis Adèle. Avant de plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous et d'où? Laissez un commentaire, nous lisons tout le monde. L'air sentait le sel marin et les orchidées, doux et capiteux, alors que je franchissais les portes vitrées du domaine de la baie Bleue, rien que l'odeur me donnait l'impression de ne pas être à ma place. Mes chaussures, des ballerines bon marché qui avaient vu trop d'été, couinaient un peu. Je resserrai le foulard de soie autour de mes épaules, il était bleu pâle, brodé de fils dorés sur le bord, la dernière chose que Julien m'avait donnée avant que la chimio ne l'emporte. Je le gardais près de moi, comme s'il pouvait m'ancrer ici, m'empêcher de sombrer dans la honte que je craignais m'attendre à l'intérieur. Le hall d'entrée était tout ce qu'on pouvait attendre d'un grand hôtel de la Riviera, plafond voûté, boiserie sculptée à la main, un bassin de cartes koi de la taille d'un mur à côté du concierge, le genre d'endroit qu'on ne voyait que dans les publicités, à moins, bien sûr, que votre sœur ne le dirige. Blanche avait texté il y a 2 semaines, gros événement client, sois mon invité si tu veux, la famille est la bienvenue. Son ton, même à l'écrit, était aussi plat que jamais, mais une partie de moi, peut-être celle qui voulait encore une sœur, l'avait interprété comme un rameau d'olivier, alors je suis venu. J'ai regardé autour de moi, serrant le foulard, des familles en lin, des retraités sirotant du jus de fruits frais dans des verres réfrigérés, une musique de spa jouant doucement. J'ai expiré et avancé. C'est là que je l'ai vue, Blanche. Elle se tenait près du bureau d'accueil, les bras croisés, un presse-papier à la main, les cheveux tirés en arrière si fort que cela aurait pu lui faire mal. Son sourire n'atteignait pas ses yeux quand elle m'a repéré. Elle s'est approchée avec ses talons aiguilles comme si elle était sur un podium. Eh bien, dit-elle en me jetant un coup d'œil, tu as réussi à venir. Salut Blanche, réussis-je à dire en esquissant un sourire, merci de m'avoir invité. Elle a regardé par-dessus mon épaule comme si elle vérifiait la présence de paparazzi. Tu t'es même enregistré? J'allais le faire, répondis-je, confuse, ton message disait. C'est vrai, mais l'événement est exclusif, Adèle, tu ne peux pas débarquer comme ça de la rue. Et elle a ri, mais ce n'était pas chaleureux. Mon Dieu, tu t'habilles toujours comme ça. J'ai senti les regards, le couple derrière moi, le concierge, même un chasseur s'arrêtant avec les bagages de quelqu'un. Je n'essayais pas de faire une scène, dis-je doucement, tu m'as dit de venir. Blanche s'est approchée et a dit d'une voix assez forte pour que tout le monde à proximité entende, tu es trop pingre pour être la femme d'un milliardaire, ou cette histoire est fausse aussi? Mon souffle s'est coupé. Elle savait mieux que ça. Elle savait. Mais elle n'a pas arrêté. Des clients ont vu quelqu'un se faufiler par l'entrée de service plus tôt, continua-t-elle, drôle de coïncidence. Qu'est-ce que tu... Je dois protéger la marque, Adèle, m'interrompit-elle, nous n'avons pas besoin de profiteurs qui la ruinent. Puis elle a tourné la tête et a parlé dans sa radio, sécurité au hall d'entrée. Non, Blanche, attends. Je t'avais prévenu, siffla-t-elle entre ses dents serrées, ce n'est pas ta cour de récréation. 2 gardes de sécurité en polo noir se sont approchés en quelques secondes. Le plus grand avait l'air incertain. Madame, nous allons devoir vous demander de venir avec nous. Je n'ai pas discuté. Je suis resté là, le cœur battant comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine, pendant qu'il me prenait par les bras. Quelqu'un a halté. Des téléphones étaient sortis. J'ai entendu un déclic d'obturateur. J'ai trébuché alors qu'il me guidait vers la sortie. C'est à ce moment-là que mon foulard a glissé de mes épaules et a flotté jusqu'au sol comme une plume. J'ai essayé de me retourner pour le rattraper, mais les gardes n'ont pas fait de pause. Ramassez-le, ai-je crié en me tournant vers Blanche. C'est important. Elle n'a pas scié, a juste croisé les bras et souri. Nous ne pouvons pas avoir des arnaqueurs qui ruinent notre marque, dit-elle, fort et clair, juste au moment où les portes s'ouvraient. Et c'était tout. Dehors, le soleil était aveuglant. J'ai plissé les yeux et réalisé que mes chaussures avaient disparu, perdues dans la bousculade. Je me suis penché, j'ai ramassé mon foulard avec des mains tremblantes et j'ai marché pieds nus sur le chemin de pierre. Ma peau picotait, non pas à cause de la chaleur, mais à cause des regards, des murmures, du jugement suspendu dans l'air comme une humidité épaisse. Je n'ai pas pleuré, même pas quand un petit garçon m'a montré du doigt et a demandé à sa mère, pourquoi expulse-t-il cette dame? J'ai descendu le chemin,
passé la station de voiturier, traversé le cercle d'entrée. J'ai marché jusqu'à ce que le brouhaha s'estompe et que tout ce que j'entende soit le bruit des vagues qui se retiraient et revenaient. La plage était presque déserte, juste un couple se prélassant sous un auvent et un groupe d'adolescents lançant un frisbee. J'ai trouvé un endroit près des dunes, je me suis assise et j'ai enfoui mes orteils dans le sable chaud. Combien de fois Blanche m'avait-elle regardé comme ça, comme si j'étais une saleté sur laquelle elle marchait? Au lycée, elle disait aux gens que j'étais adopté. À l'université, elle a oublié de me dire quand maman s'était fait opérer. Et quand Julien est mort, elle n'est même pas venue à l'enterrement. Elle avait envoyé un email d'une seule ligne, « Je ne fais pas dans les événements tristes ». Mais ça, c'était calculé. C'était elle, utilisant son titre professionnel pour m'effacer devant une foule. J'ai serré le foulard contre ma poitrine, la soie élimée maintenant humide de mes paumes. Je pouvais presque entendre la voix de Julien dans la brise, « Ils ne te verront pas venir, Adèle », me chuchotait-il quand je doutais de moi, « Laisse-les croire qu'ils gagnent, ne t'arrête juste pas de marcher ». Je me suis penché en arrière et j'ai laissé les vagues emplir le silence. Plus de larmes, plus de supplications pour être incluses. Blanche m'avait montré exactement où je me situais, et je n'allais pas revenir en rampant. Mon téléphone a vibré dans le sable à côté de moi. Un seul message a illuminé l'écran, « Il attend au quai. Ils sont prêts pour toi ». Je l'ai lu 2 fois, respirant à peine. Puis je me suis levé, j'ai serré fort mon foulard, et alors que je me détournais des vagues, mes pieds nus endoloris, j'ai vu le yacht blanc qui attendait au quai éloigné, exactement comme il l'avait promis. Le quai craquait sous mes pieds nus alors que je m'éloignais du sable, chaque pas appuyant contre la douleur qui montait dans mes plantes. Le yacht brillait sous la lumière de l'après-midi, blanc comme l'os, ancré comme s'il m'avait attendu depuis toujours. Aucun membre du personnel ne s'est précipité, pas de fanfare, juste un homme sur le pont, Constantin. Il n'a pas fait de signe, il n'a pas appelé. Il se tenait juste là, dans une chemise en lin impeccable, les manches négligemment retroussées, les mains dans les poches, comme il le faisait toujours quand il essayait de lire mon visage de loin. Mais alors que je m'approchais, la tension que je ne savais pas que je portais s'est dissipée d'un coup. Mon foulard flottait dans la brise alors que je trébuchais sur la dernière planche, et il s'est avancé sans un mot. « On dirait que tu t'es battue contre l'océan toute seule », dit-il doucement, m'enlaçant avant même que j'aie la force de répondre. Je n'ai pas pleuré, pas au début, mais quelque chose dans sa voix, si familière, si rassurante, a déclenché tout ce que j'avais ravalé, la honte, la fureur, l'humiliation d'avoir été jeté dehors comme un chien errant. Cela s'est fissuré en moi. Mes bras se sont agrippés à sa chemise, et les larmes sont venues, silencieuses, comme une tempête sans tonnerre, seulement de la pluie. Il ne m'a pas fait taire, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il m'a juste tenu assez longtemps pour que ma respiration ralentisse. « Viens à l'intérieur », dit-il en époussetant le sable de mon épaule, « ils n'auront pas le dernier mot. » À l'intérieur du yacht, tout sentait le cèdre et la mer. La climatisation bourdonnait doucement. Un membre du personnel m'a tendu silencieusement une robe de chambre douce et une serviette. J'ai aperçu mon reflet dans un miroir étroit, cheveux emmêlés, mascara coulant, le foulard de soie toujours serré dans une main comme une bouée de sauvetage. Je ressemblais à quelqu'un qui avait tout perdu. Mais ce n'était pas le cas. Il y a 2 ans, j'avais rencontré Constantin à une exposition d'art côtier que j'organisais à Menton. Il n'avait jamais dit un mot, s'était juste tenu en retrait et m'avait observé pendant que je faisais visiter la galerie à un collectionneur. Cette nuit-là, toutes mes œuvres s'étaient vendues, anonymement. Je ne l'ai découvert que le mois suivant, quand une lettre est arrivée sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un croquis que j'avais fait des années plus tôt, d'une petite fille grimpant pieds nus à un arbre. Une note était griffonnée dans le coin, elle m'a rappelé toi. Je n'ai pas répondu, mais le mois suivant, il s'est présenté à une autre exposition. Cette fois, il s'est présenté. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, pas d'entrée de milliardaire, pas de costume de luxe, juste Constantin, calme, réfléchi, posant des questions sur la technique picturale au lieu de ma situation amoureuse. Il n'a jamais mentionné l'argent. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Pas de bague, juste lui, pieds nus sur la même plage où j'avais pleuré ce matin. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Tu es sûr de vouloir épouser quelqu'un que le reste de ma famille qualifie de gâchis de peinture et de pitié, avais-je demandé, à moitié en plaisantant. Je me fiche de comment il t'appelle, avait-il répondu, je me soucie de comment tu t'appelles toi-même. Et si tu me laisses faire, nous construirons quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher.
Nous nous sommes mariés 3 semaines plus tard, mairie discrète, 2 témoins, pas de changement de nom, pas de médias sociaux. C'était sacré, pas une performance. Je ne voulais pas que Blanche le sache. Je ne voulais pas qu'elle en fasse une arme ou un titre dans son cercle privé de cruauté élitiste. Constantin comprenait. Pourtant, il m'avait doucement prévenu, un soir, alors que nous étions allongés dans le lit, un jour, je marcherai à tes côtés devant eux, et ils regretteront chaque mot qu'ils t'ont jamais dit. Je ne le croyais pas alors, pas vraiment. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à y croire. De retour au présent, je l'ai suivi sur le pont supérieur où une petite table avait été dressée avec des fruits frais, de l'eau et 2 verres. Pas de champagne, pas même de vin, juste de l'eau, froide et claire, avec des tranches de citron flottant comme de minuscules soleils. Pas de célébration, dit-il en me tendant le verre, avant que tu ne dises que c'est le moment. J'ai souri faiblement. Tu as toujours su que ce jour viendrait. Je ne savais pas comment, admit-il, mais je savais qu'ils essaieraient de t'écraser un jour. Tu brilles trop fort, bébé. J'ai regardé vers l'horizon. D'ici, le domaine n'était qu'un reflet de pierre et de verre niché contre la courbe de l'île. De cette distance, il paraissait paisible, poli, comme si rien de laid ne s'y était jamais produit. Mais je savais mieux. Constantin posa légèrement sa main sur la mienne. Tu ne leur dois rien. Je sais. Alors, tu veux y retourner? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis levé, marchant lentement vers le bord de la rambarde. Le vent s'était légèrement levé, tirant sur l'ourlet de ma robe de chambre. Mon foulard, toujours serré dans une main, flottait à nouveau. Puis j'ai tourné la tête vers lui et j'ai hoché la tête une fois. Nous n'avions pas besoin d'un mot de plus. Il a fait un signal subtil au capitaine. Le yacht a commencé à bouger, doux, silencieux, fendant l'océan avec une grâce qui faisait de mon humiliation antérieure une chose distante et brisée que je pouvais laisser derrière moi. Et alors que nous naviguions vers le quai du domaine, dans un silence total, à l'exception du bruit des vagues s'écartant devant moi, je l'ai senti pour la première fois depuis des années, le contrôle. Constantin se tenait à côté de moi, la main stable sur le creux de mon dos, tandis que les 2 membres d'équipage du yacht qui nous accompagnaient se fondaient dans l'ombre comme s'ils avaient fait ça 100 fois. Je ne leur ai pas demandé de protection. Je n'en avais pas besoin. Leur présence en disait assez. La plage scintillait devant nous, parsemée de chaises longues blanches, de foyers décoratifs et de grappes de clients du domaine sirotant des boissons trop sucrées pour l'humidité. Je pouvais déjà entendre la voix de Blanche avant de la voir, aiguë, théâtrale, dégoulinant de la confiance de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. Alors que nous descendions du quai, le sable chaud s'enroulait à nouveau entre mes orteils. Ma robe de chambre, prise par la brise, dansait autour de mes jambes. Constantin n'a pas lâché ma main, pas une seule fois. Mes doigts se sont enroulés autour des siens comme des bouées de sauvetage. Nous avons marché comme un seul être, moi pieds nus et décoiffé, lui impeccable et posé dans son blazer en lin. Les têtes se sont tournées, lentement d'abord, puis plus vite. Quelques halètements ont traversé la foule, à peine audibles par-dessus le cliquetis des verres et la musique d'ambiance. Mais ce qui a vraiment fait s'arrêter les gens, c'est le yacht. Il se profilait au large, blanc et élégant, comme sorti d'un rêve de la Côte d'Azur. Ils n'avaient pas l'habitude de le voir amarré ici. La voix de Blanche a tranché les murmures ambiants comme un couteau, la sécurité a dû en manquer un, rit-elle, sans même prendre la peine de baisser la voix. Ces mots n'étaient même pas intelligents, juste assez forts pour que son cercle d'amis entende et ricane. Elle se tenait avec un groupe d'hommes en blazer et 2 femmes aux talons trop fins pour le sable. Tous tenaient des verres de champagne, la monnaie de validation de ma famille. Constantin ne dit rien. Moi non plus. Blanche tourna. Ses lunettes de soleil surdimensionnées étaient posées trop haut sur son visage, cachant la majeure partie de son expression, mais le sourire narquois était indubitable. Elle fit 2 pas assurés vers nous. Je croyais qu'on vous avait déjà raccompagné dehors, dit-elle, comme une hôtesse de club privé surprenant quelqu'un qui se faufilait sans respecter le code vestimentaire. Ou est-ce que quelqu'un a oublié de faire son travail? Personne ne rit cette fois. Je restai silencieuse. Constantin garda les yeux sur elle, impassible. Blanche pencha la tête et jeta un coup d'œil à un membre du personnel tenant une radio près du bar Tiki. Avons-nous encore quelqu'un de la sécurité? Elle est en train de violer une propriété. Avant que l'employé ne puisse répondre, quelqu'un d'autre émergea, costume beige, oreillettes sans fil, chaussures vernies s'enfonçant presque dans le sable. Il se déplaçait rapidement,
l'expression tendue par la confusion. C'était le responsable des relations clients du domaine. Son badge indiquait Rémi. Dès que ses yeux se posèrent sur Constantin, il se figea net. Son visage devint pâle, puis rouge, puis à nouveau pâle. « Monsieur Moreau », balbutia Rémi, ajustant sa cravate bien qu'elle ne fût pas de travers, « nous n'avions pas été informés de votre arrivée aujourd'hui. Si nous avions su, bien sûr, la suite présidentielle est toujours disponible, nous pouvons la préparer. » Constantin retira lentement ses lunettes de soleil, les laissant reposer dans sa main. « Et ceci, dit-il, la voix basse mais pointue, c'est ma femme. Vous souciez-vous d'expliquer pourquoi elle a été traînée hors de ce domaine comme une criminelle plus tôt ?» Le silence qui suivit fut plus fort que la pique précédente de Blanche. Les clients à proximité se détournèrent, feignant de ne pas regarder. Un téléphone apparut, enregistrant. Un autre suivit. Le visage de Blanche ne bougea pas au début. Elle regarda de Constantin à moi, puis à Rémi, puis à nouveau. Le sourire narquois avait disparu. Je ne savais pas qu'elle était avec quelqu'un d'important, dit-elle finalement, sa voix un étrange mélange de défi et d'incrédulité. Je me tournai vers elle, non pas pour jubiler, juste pour finir la phrase qu'elle ne pouvait pas, mais j'étais de la famille, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Ne pouvait pas. L'air entre nous bourdonnait de chaque souvenir non dit, de chaque rebuffade, de chaque commentaire désobligeant, de chaque fois qu'elle m'avait dit de rester à ma place. Constantin se tourna vers Rémi. « Eh bien, occupez-vous du communiqué de presse, dit-il calmement. Vous voudrez peut-être vérifier la formation de votre personnel. » Rémi hocha rapidement la tête et disparut comme de la fumée. À quelques mètres de là, quelqu'un chuchota, c'est son mari. Un autre, il possède le yacht. Les téléphones tombèrent sur les côtés. Les yeux s'éclipsèrent. Le verre de champagne de Blanche pencha légèrement. Sa prise s'était relâchée. Elle cligna des yeux, la bouche entr'ouverte, aucun son ne sortant. Je ne savais pas, répéta-t-elle, plus doucement cette fois. Une femme en robe de cocktail doré s'éloigna du groupe de Blanche et rejoignit un autre cercle plus loin sur la plage. Constantin ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Je m'approchai un peu plus, rencontrant le regard de Blanche. « C'est toi qui m'as fait sentir que je n'étais pas à ma place, dis-je, comme si j'étais quelque chose à tolérer. Ça s'arrête aujourd'hui. » Elle recula d'un demi-pas, puis d'un autre. Finalement, elle se tourna et se dirigea vers une chaise longue près du bar Tiki. Ses genoux fléchirent légèrement alors qu'elle s'asseyait, les mains agrippant trop fort la coudoir. Quelques instants passèrent. Puis elle chuchota à personne en particulier, « Vous êtes son mari. » Je me penchai juste assez pour qu'elle seule puisse entendre, « Et c'est toi qui pensais que la cruauté te rendait puissante. » Elle ne répondit pas, ne cligna pas des yeux. Elle fixait juste le sable, stupéfaite, silencieuse. Derrière moi, la musique continuait de jouer. Constantin me toucha légèrement le coude, et je me tournai pour m'éloigner avec lui, dépassant les invités stupéfaits, les serveurs qui n'osaient plus détourner le regard, chaque murmure qui m'avait autrefois dit que j'étais moins que rien. Nous ne nous sommes pas pressés, nous n'avons pas parlé. Mais la voix de Blanche nous suivit alors que nous partions, tremblante. Elle se leva et nous suivit, car elle savait quelque chose que je ne savais pas encore. La voix de Blanche tremblait alors qu'elle se levait et nous suivait, car elle savait quelque chose que je ne savais pas encore. Nous n'avons pas pressé le pas pour retourner à la cabane privée, la marche était délibérée, silencieuse. Mes sandales pendaient d'une main, les doigts de Constantin lâchement enroulés autour de l'autre. L'air était chaud, lourd du parfum d'hibiscus et de sel, mais mes pensées semblaient plus froides que tout ce que l'océan pourrait jamais apporter. Derrière nous, j'entendais les pas de Blanche crisser dans le sable, inégaux, hésitants. « S'il te plaît, appela-t-elle, laisse-moi juste expliquer. Je ne savais pas que c'était toi sur ce yacht. » Je m'arrêtai juste devant l'entrée ombragée de la cabane. Je me tournai. « Mais tu savais qui il était, n'est-ce pas ?» Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit, seulement ses yeux qui vacillaient, fuyants, calculateurs. Constantin lâcha ma main et s'écarta juste assez pour nous laisser de l'espace, mais assez près pour que sa présence manque. J'entrai dans la cabane sans prendre la peine de l'inviter. Elle suivit quand même. À l'intérieur, les rideaux flottaient légèrement dans la brise. Un plateau de fruits intacts et une carafe de thé embué étaient posés sur la table centrale. Personne ne toucha à rien. « Tu l'as déjà rencontré, n'est-ce pas ?» demandai-je à nouveau, calme,
contrôlée. Blanche s'assit sur le bord de la chaise longue, les jambes croisées trop serrées, les doigts agrippant ses lunettes de soleil. C'était il y a des années, à un gala au Grand Hôtel. Je ne savais pas qui il était alors, pas complètement. Les yeux de Constantin se rétrécirent. Tu as flirté? Elle grimaça devant la justesse de ses propos. Un peu, peut-être. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Il n'a pas répondu. J'acquiesçai lentement. Et puis, quelques semaines plus tard, tu l'as revu, dans ma galerie. Blanche ne répondit pas, tu m'as laissé croire qu'il n'était qu'un autre amateur d'art discret, dis-je. Tu n'as jamais dit une seule fois, et, je l'ai déjà rencontré. Tu savais exactement qui il était. Elle baissa les yeux vers le sol. Je ne voulais pas interférer. Tu avais l'air heureuse. Non, dis-je en m'approchant, tu ne voulais pas que j'aie quelque chose que tu ne pouvais pas avoir. Sa mâchoire se serra. Tu as toujours eu l'amour. Moi, j'ai eu les attentes, les titres, la pression. Tu étais la sauvage, l'esprit créatif, la pauvre biche qu'il devait tolérer. Et d'une manière ou d'une autre, tu avais toujours toute la chaleur. Je m'appuyais contre le bord de la table. Et ça t'a dérangé au point d'essayer de m'en dépouiller en public. Je ne pensais pas que tu l'avais vraiment épousé, dit-elle. Je pensais que tu jouais encore un rôle. Je ris doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était familier. Elle leva les yeux. Tu ne comprends pas. Si tu épousais quelqu'un comme lui, tu me surpasserais enfin. Plus de blagues familiales sur notre artiste fauchée résidente. Plus de pitié. Tu gagnerais. Je ne savais pas que nous étions en compétition, dis-je, gardant ma voix stable. La bouche de Blanche se tordit. Tout a toujours été une compétition, Adèle. Tu as juste choisi de ne pas le voir. Je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine, pas de la colère, juste une douleur sourde, le genre qui ne se produit que lorsque quelqu'un que vous avez aimé en grandissant choisit de vous blesser encore et encore, puis prétend que c'était pour votre propre bien. Je m'assis en face d'elle. Et maman et papa? Quand ils ont arrêté de prendre mes appels, quand les chèques que j'envoyais à la maison revenaient, retournaient à l'expéditeur? Elle tressaillit. Tu leur as dit que j'étais parti pour de l'argent, n'est-ce pas? Elle hocha à peine la tête. Je leur ai dit que tu mentais sur le fait d'être indépendante. J'ai dit que tu étais avec un type qui payait tes dépenses. J'ai fait en sorte que ça sonne comme si tu étais utilisé. Je clignai des yeux, stabilisant ma respiration. Et ils t'ont cru. Elle ne nia pas, ils étaient déjà incertains. J'ai juste un peu poussé ce doute. Je me levai, marchai lentement vers le côté ouvert de la cabane, où l'océan scintillait derrière les palmiers. Tu as retourné mes propres parents contre moi. Pourquoi? Pour que tu paraisses mieux dans le bulletin familial? Pour que les chuchotements du cercle fermé disent, au moins, Blanche est toujours respectable. Ce n'était pas à propos du travail, murmura-t-elle, plus maintenant. Je me tournai. Constantin était resté silencieux, appuyé contre le poteau éloigné, les bras croisés. Mais maintenant, il s'avança. Je ne vais pas laisser passer ça, Blanche, dit-il. Si c'est une question d'argent ou de réputation, tu dois faire un choix. Parce que je ne laisserai pas Adèle continuer à porter ta cruauté en silence. Les yeux de Blanche se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Ce n'est plus à propos de tout ça. Alors, de quoi s'agit-il, demandai-je. Ses épaules s'affaissèrent. Elle chercha dans son petit sac à main, une de ces pièces de créateur qu'elle prétendait toujours que je ne comprendrais pas, et en sortit un papier plié. Les bords étaient effilochés, l'encre pâlie. Elle me le tendit. Mon nom était sur l'enveloppe, de mon écriture, adressée à nos parents. Non ouverte. Mes mains tremblaient légèrement alors que je le prenais. Ceci m'est revenu, dit-elle. Je l'ai trouvé dans le tiroir du bureau de papa il y a un mois. Je ne te l'ai jamais dit. Je baissai les yeux sur la lettre, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis quelque chose de plus froid que la trahison, quelque chose de plus lourd que la colère. Je me sentis effacé. Je m'assis lentement sur le banc rembourré à l'intérieur de la cabane, mes mains serrant toujours l'enveloppe que Blanche venait de me donner. Le ciel à l'extérieur devenait plus doux, cette heure intermédiaire où le soleil commençait à glisser sous l'horizon mais ne s'était pas encore rendu à la nuit. Les mouettes étaient plus calmes maintenant, le vent s'était adouci, mais à l'intérieur de moi, une tempête se préparait. Je fixai la lettre, ma propre écriture,
mon propre nom sur le devant, sauf que le rabat était toujours scellé, intact, non ouvert. J'ai écrit ça la nuit où j'ai quitté la maison, dis-je doucement, ma voix comme si elle avait voyagé à travers des années de silence. Il neigeait, je me souviens, parce que je suis resté devant la porte d'entrée pendant 5 minutes, espérant que quelqu'un sorte avant que je doive lâcher prise. Blanche ne dit pas un mot. Elle se tenait juste là, les bras croisés, évitant mon regard. Constantin resta près de l'entrée, n'interrompant pas, mais présent, un poids constant derrière moi. Je décollai lentement l'enveloppe. Mes doigts tremblaient, non pas de peur, mais de la douleur du souvenir. Le papier à l'intérieur avait légèrement jauni avec le temps. Je le dépliai avec soin. Il commençait par « Chère maman, je ne m'enfuis pas. Je veux que tu saches que je choisis une vie qui me laisse respirer, une vie qui ne me donne pas l'impression de décevoir constamment quelqu'un juste pour être qui je suis. Je sais que Blanche vous a déjà rempli les oreilles de ses opinions, mais s'il te plaît, ne crois pas que je suis perdu. Je me trouve, lentement. J'aimerais juste que tu veuilles connaître cette version de moi. Je n'ai pas besoin de ton approbation, mais j'ai besoin de ton amour, et peut-être de ta grâce, ne serait-ce qu'une fois. » Le silence qui suivit fut plein et impitoyable. Je n'avais pas relu cette lettre depuis que je l'avais écrite. J'avais oublié à quel point j'avais été pleine d'espoir, que j'avais cru, même un instant, que quelqu'un aurait pu la lire et essayer. Constantin s'approcha de moi et posa une main silencieuse sur mon épaule. Je levai les yeux. Le visage de Blanche était pâle, les lèvres tremblantes. « Je pensais que tu la brûlerais, dis-je sans la regarder. »« J'ai failli, murmura-t-elle. »« Mais je n'ai pas pu. »« Parce que ça aurait été trop cruel, demandai-je, toujours calme. » Elle hésita, puis secoua la tête. « Parce que je savais que si elle la lisait, si maman voyait ces mots, elle t'appellerait. Elle viendrait te chercher. Et alors tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ça, ça n'aurait plus d'importance. » « Tu veux dire ton travail ? » Je plissai les yeux. « Ton bureau d'angle construit sur le silence, ou ton image impeccable construite en m'écrasant ?» Blanche cligna rapidement des yeux. « Tu ne comprends pas. J'ai vécu dans ton ombre. Même quand tu es parti, les gens nous comparaient, disaient que tu étais le cœur et que j'étais juste la tête. Et tu m'en voulais pour ça. J'avais besoin de compter, lança-t-elle, puis se mordit la lèvre. Papa a dit à maman que tu ne voulais pas être contacté, que tu avais besoin d'espace, que tu avais changé de numéro exprès. Il lui a dit ça. Mon souffle se coupa. Elle hocha la tête. Et je ne l'ai pas corrigé. J'avais peur. Je savais que si elle lisait cette lettre, tu serais de retour dans ses bonnes grâces. Peut-être qu'elle te choisirait à nouveau. Je me levai, plus lentement cette fois. Mes genoux n'étaient pas chancelants, juste fatigués. Tu ne voulais pas juste de l'espace. Tu voulais toute la place. Tu crois que c'était facile, dit Blanche. Maman t'adorait. C'est moi qui faisais tourner la maison. J'ai payé les factures quand papa est tombé malade. Je suis resté. J'étais là. Mais tout ce dont elle parlait, c'était les si seulement Adèle appelait. Alors oui, j'ai caché la lettre. Je pris une inspiration. Tu n'as pas seulement pris ma place. Tu m'as effacé. Elle regarda le sol. Je me rassis, cette fois en posant doucement la lettre pliée sur la table basse en bambou entre nous. Mes yeux errèrent à travers les lattes des murs de la cabane. L'océan s'assombrissait. Quelques torchers avaient été allumés le long du chemin menant à la maison principale. Les ombres s'étiraient plus longuement sur le sable. J'ai essayé d'appeler à la maison 3 fois cette première année, dis-je, plus doucement maintenant. Tu as répondu à chaque fois. Tu as dit que maman se reposait, qu'elle n'était pas prête. Je t'ai cru. Elle n'était pas prête, murmura Blanche. Non, on ne lui a jamais dit. Blanche ne nia pas, tu as décidé quelle version de moi elle méritait. Et tu as choisi celle qui te faisait te sentir mieux. Je voulais juste. La voix de Blanche se brisa, que ma version du succès suffise, pour une fois. Je penchai la tête. Ça a eu un coup. Tu ne t'attendais juste pas à la facture. Constantin s'avança, parlant enfin. Si c'était une question d'affaires ou d'image, d'accord. Mais ça allait au-delà. Tu as réécrit l'histoire. Tu as altéré la vérité de ta propre famille. Je sais, dit Blanche.
Ce n'est plus à propos du travail. C'est à propos de ce que je ne pouvais pas avoir. Alors dis-le, dis-je à voix haute. Son menton trembla. Je voulais que maman m'aime plus. Je pensais que si tu étais parti, elle n'aurait pas le choix. Personne ne dit rien pendant un long moment. Les vagues à l'extérieur étaient devenues plus lentes, plus douces, comme si la marée elle-même n'avait plus rien à donner. Je me levai finalement à nouveau, mon mouvement délibéré. Je pris la lettre et la pliai une dernière fois, la posant entre nous comme une frontière. Je ne suis pas intéressé à réparer ta version du succès, dis-je. Je suis intéressé à dire la vérité à voix haute. Et à commencer par là. Constantin rencontra mes yeux. Que veux-tu faire maintenant? Je me tournai vers lui. Il est temps de réécrire l'histoire. Et ça commence par un appel. Je pris mon téléphone sur la table, le déverrouillai et fixai le contact que j'avais autrefois mémorisé mais jamais osé recomposer. Puis j'appuyai sur le bouton. La ligne sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Elle répondit. Sa voix était calme, plus âgée, mais toujours la sienne. Adèle, est-ce vraiment toi? Le signal crépita faiblement alors que je sortais sur la véranda de la cabane, la brise marine balayant des mèches de cheveux sur mon visage. Mon pouce plana un instant au-dessus du bouton d'appel. J'envisageais de raccrocher, mais au lieu de cela, j'appuyais. Il sonna une fois, 2 fois, 3 fois, puis... Adèle? Sa voix traversa le crépitement comme un rayon de soleil à travers des nuages épais, tremblante, incrédule, familière d'une manière qui me serra la poitrine. C'est moi, maman, murmurai-je, ma propre voix tenant à peine. C'est vraiment moi. Il y eut un silence à l'autre bout, un silence stupéfait. Je pouvais entendre sa respiration, puis l'inspiration brusque de quelqu'un qui avait retenu un sanglot pendant des années. Je pensais que je rêvais, dit-elle enfin, sa voix se brisant. Est-ce vraiment toi? Tu vas bien? J'avalai difficilement. Je vais bien maintenant. Je ne savais pas si tu décrocherais, ou si tu voudrais même avoir de mes nouvelles. Vouloir? Répéta-t-elle, presque comme si je l'avais insultée. Ma chérie, j'attends cet appel depuis des années. Je m'assis lentement sur le bord de la chaise longue. Mes genoux semblaient faibles d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue. J'ai laissé une lettre, dis-je doucement, cette nuit-là. Je l'ai laissée sous la porte. Je pensais que tu la lirais. J'espérais que tu comprendrais. Il y eut une pause. Puis elle parla, plus lentement cette fois. Ton père m'a dit que tu ne voulais pas de contact. Que tu voulais qu'on te laisse tranquille. Que tu avais choisi une vie différente, une vie sans nous. Je fermai les yeux. La douleur dans ma poitrine s'intensifia. Non. Je voulais juste une vie qui ne ressemble pas à une cage, dis-je, la voix tremblante. Je n'ai jamais demandé à être coupé du monde. J'ai supplié pour la paix, pour l'espace, pas pour le silence. Je pouvais entendre sa respiration se bloquer à nouveau. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Je n'ai jamais vu cette lettre. Je te le jure, Adèle, je n'ai jamais su. Je pensais que tu étais en colère, que tu avais avancé sans moi. J'ai essayé d'appeler quelques fois, ajoutai-je doucement, mais Blanche répondait toujours. Disais que tu n'étais pas à la maison, ou que tu n'étais pas prête à parler. Il y eut une inspiration brusque de sa part. Elle m'a dit la même chose à propos de toi, dit-elle, sa voix épaisse d'incrédulité. Que tu ne voulais pas que je te contacte. J'allais m'asseoir dans ton ancienne chambre quand personne n'était à la maison, juste m'asseoir là. Je t'ai même écrit des lettres, mais je ne les ai jamais postées. Je ne voulais pas m'immiscer si tu ne voulais vraiment plus de moi. Ma gorge se serra. Je ne pus parler pendant un moment. Tu as toujours été désiré, dis-je enfin, la voix rauque. Je pensais juste que je ne l'étais pas, le silence entre nous alors n'était pas vide. Il était plein d'années perdues, de mots non dits, de câlins qui n'avaient jamais eu lieu. Mais dans cet espace, quelque chose changea, comme un pont autrefois brûlé qui maintenant vacillait pour renaître. Je veux te voir, dit-elle doucement. Je veux regarder la femme que tu es devenue, pas l'histoire qu'ils m'ont racontée sur toi. Une larme glissa sur ma joue. Je ne l'essuyai pas, j'aimerais ça, murmurai-je, plus que tu ne l'imagines. Nous sommes restés en ligne un moment encore, ne parlant pas beaucoup, juste respirant ensemble, comme nous le faisions pendant les tempêtes nocturnes quand j'étais petite.
Je pouvais presque sentir la lavande qu'elle portait toujours, presque sentir sa main dans mes cheveux. Quand nous avons finalement dit au revoir, le ciel était passé au crépuscule, ce flot doré doux avant l'obscurité. Je descendis sur le sentier de la plage où Constantin attendait, debout près du début des falaises. Il ne dit pas un mot, tendit juste son bras. Je le pris, reconnaissante pour la constance de son silence. Nous avons marché lentement le long du bord sinueux du domaine, les vagues en contrebas se brisant à un rythme régulier. Mon esprit rejouait chaque mot de la conversation, chaque moment où ma mère avait douté d'elle-même, chaque mensonge qu'on lui avait servi, chaque lettre qu'elle n'avait jamais reçue. Et je savais que ce n'était pas seulement une question de reprendre ma place. C'était une question de révéler chaque parcelle de vérité qui avait été enterrée sous des années de manipulation. Mon téléphone vibra alors que nous atteignions une crête du sentier, où l'océan s'étendait à l'infini devant nous. Je baissai les yeux. Un message de Blanche, papa veut te rencontrer. Il est en colère. Je crois qu'il sait ce que tu fais. Je n'hésitais pas. Je tapais en réponse, bien. Moi aussi. Puis je me tournai vers Constantin. Rentrons à la maison, dis-je doucement. Il est temps que je voie ma mère. Et temps que je voie le testament. Le vent souleva l'ourlet de ma robe alors que nous rebroussions chemin. En contrebas, l'eau scintillait sous la dernière lumière du jour, calme en surface, mais puissante en dessous. 2 jours après notre atterrissage, j'étais assise à mon bureau à Lyon avec l'enveloppe devant moi. Le soleil de fin de matinée filtrait à travers les stores, dessinant des lignes sur mes mains alors que je traçais le bord du rabat. J'avais attendu que Constantin fasse sa promenade matinale avant de l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je besoin d'être seul quand le passé reviendrait ramper en encre noire et en jargon juridique. Le sceau se brisa avec un léger déchirement. À l'intérieur se trouvait un testament plié, daté d'il y a 3 ans. Mon nom n'était nulle part en haut. À la place, celui de Blanche était écrit en gras, suivi de la ligne glaçante, pleine autorité sur les actifs et les biens, activés en cas d'incapacité médicale ou légale de Michel Chartier. Je le fixai un moment de trop, puis je retournai la page, et là, c'était la clause 12B, toute modification de la répartition de la succession doit être contresignée par mon épouse légale pour être considérée comme contraignante. Mon cœur s'arrêta. Il n'avait pas seulement essayé de me rayer, il avait essayé de faire en sorte que cela paraisse légal. J'attrapai mon téléphone, les doigts raides, et appelai la seule personne qui pouvait confirmer la vérité. Elle répondit à la 2e sonnerie. Maman, dis-je, sautant le « bonjour ». Oui, chérie. J'ai besoin de te demander quelque chose de sérieux. J'avalai ma salive. As-tu jamais signé quelque chose que papa t'a donné concernant la succession? Elle marqua une pause. Il y a des années, il m'a donné quelque chose à propos d'actions, a dit que c'était juste un ajustement. J'ai demandé si je devais le signer, et il m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Mes yeux se rétrécirent. Tu n'as jamais rien signé? Non, répondit-elle fermement. Pas un seul document. Je sentis la chaleur monter derrière mes yeux. Pas de chagrin cette fois, mais de la rage. Il t'a menti. Je pouvais presque entendre son cœur se briser à travers le silence qui suivit. Ce soir-là, j'ai retrouvé Constantin dans la cuisine, le testament ouvert sur le comptoir à côté de mon ordinateur portable. J'avais envoyé des scans à Hélène, mon ancienne amie d'université, maintenant avocate d'affaires à Bordeaux. 30 minutes plus tard, son nom s'illumina sur mon écran. « Tu es assise ?» demanda-t-elle, sans même dire bonjour. Oui. Elle prit une inspiration. La clause 12B est exécutoire. Si ta mère n'a pas signé, cette révision est légalement nulle. Ma main alla à ma gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le testament antérieur reste valable. Celui lié à la fiducie Chartier originale, la conception de ton grand-père. Il te nomme Adèle. Tu détiens 51%. Je clignai des yeux. Ce n'est pas possible. Oh, c'est très possible. Michel ne contrôlait pas la fiducie. Il n'était que l'exécuteur testamentaire temporaire jusqu'à tes 35 ans. Cette clause a été intégrée à ta naissance, chérie. Ton grand-père t'a protégé. Mes jambes semblaient faibles. Alors Blanche a été assise sur un trône fait d'air, dit-elle sans embâche. Tout ça, le pouvoir, les comptes bancaires, la propriété, techniquement, elle a agi au-delà de ses droits. Je regardais Constantin, qui était entré pendant l'appel.
Il pencha la tête, comme s'il attendait que je respire. Je dois convoquer une réunion, murmurai-je, plus pour moi-même que pour quiconque. Je ne me cacherai plus derrière des emails ou des avocats cette fois. Ils l'entendront de ma bouche. Cette nuit-là, j'envoyai un message à Blanche, nous devons nous rencontrer. Papa inclus. J'amènerai un conseiller juridique. Je te suggère de faire de même. Elle le lut en quelques minutes, puis répondit, il est en colère. Il veut te voir. Bien. Mais pas au tribunal, répondis-je. Alors nous nous rencontrons à l'ancienne maison. Terrain neutre. Là où tout a commencé. Quelques secondes passèrent. Bien. Mais tu n'aimeras pas ce que tu trouveras. Constantin se tenait à côté de moi, lisant par-dessus mon épaule. Elle bluffe, dit-il doucement. Peut-être. Mais pas moi. Je me tournai et le regardai dans les yeux. Plus de fuite. Nous sommes restés éveillés tard cette nuit-là, tous les deux trop excités pour dormir. Je me suis approché de la fenêtre après minuit, une douce brise glissant à travers la vitre ouverte. La ligne d'horizon de Lyon scintillait au loin, et je tenais une photo de mon grand-père, prise le jour de mon 12e anniversaire. Nous étions côte à côte, dans cette même maison, l'ancienne maison, sa main sur mon épaule, son sourire large et entendu. Je pensais que le pouvoir signifiait crier le plus fort, murmurai-je. Constantin s'approcha et posa une main sur mon dos. Mais parfois, chuchotai-je, il est dans le silence. Il est dans les détails auxquels personne ne pense. Et c'est exactement là qu'ils avaient échoué. Ils pensaient que j'étais parti. Mais ils avaient oublié que j'avais des racines. Et les racines n'oublient pas où elles ont été plantées. Constantin se gara au bord de la longue allée de gravier. La maison se dressait devant nous, comme un monument à tout ce qui n'avait pas été dit dans notre famille pendant des décennies. Je sortis lentement, le soleil du matin vif et clair sur les haies que mon père gardait toujours taillées à la perfection militaire. 3 jours s'étaient écoulés depuis notre retour du domaine. Pas un mot de Blanche, pas même un murmure de papa. Mais ceci, c'était le jugement dernier. Je n'étais pas venu seul. Constantin marchait à mes côtés, silencieux mais ancré, et mon avocate, maître à l'âme, suivait, tenant un simple dossier noir. Mon cœur ne s'emballait pas. Il tenait bon, comme s'il connaissait l'issue avant moi. À l'intérieur, le salon n'avait pas changé. Même canapé rigide, même odeur de renfermé de bois trop poli. Blanche était assise, guindée et sur la défensive, au bout de la longue table, papa au visage de pierre à côté d'elle. 2 hommes que je reconnus du conseil d'administration, nos soi-disant conseillers familiaux, s'agitèrent sur leur siège quand j'entrai. Nous ne savons pas ce que tu crois faire, dit papa sèchement, les bras croisés. Je posai doucement mon sac. En fait, vous êtes sur le point de le découvrir. Je ne m'assis pas. Maître Alam ouvrit le dossier et me tendit les documents que j'avais examinés une 12aine de fois. Je les étalai sur la table, avec soin et précision. Ce sont les documents originaux de la fiducie, commençai-je, signés par grand-père Elie, datés du 14 mars 1999. Ils stipulent clairement que le contrôle des droits de vote de la fiducie familiale me revient, à moi, sa plus jeune petite-fille, à son décès, à moins d'une révocation légale par ses 2 enfants par écrit. Je regardai directement papa. Clause 19A, signature parentale conjointe. Il y eut une pause. Maman, dis-je en tournant l'iPad vers eux, est en communication. L'image de ma mère remplit l'écran. Elle avait l'air fatiguée, mais concentrée, assise dans sa cuisine en Provence. Je n'ai jamais rien signé, dit-elle simplement. Il m'a dit qu'il s'agissait de réaffecter des actions. Je n'ai jamais vu ces documents. L'un des conseillers se pencha, fronçant les sourcils. S'il n'y a pas de consentement parental conjoint enregistré, alors la révision ne tient pas. Les termes originaux restent en vigueur. Les lèvres de Blanche s'entr'ouvrirent comme si elle allait argumenter, mais aucun mot ne sortit. Son visage perdit sa couleur. Les poings de papa frappèrent la table. C'était une affaire de famille privée. Je soutins son regard. Non, c'était de la fraude. Vous avez modifié la propriété légale sans consentement et déformé la vérité auprès de chaque personne dans cette pièce. Il y eut une inspiration brusque de l'un des hommes du conseil. Constantin bougea légèrement à côté de moi, pas agressif, juste présent, stable. Je cherchai à nouveau dans mon sac et en sortis un autre dossier. Et puisque nous mettons tout à plat.
Je fis glisser le dossier sur la table. Ceci vient du service des ressources humaines de Marlowe International. Le dossier de Blanche. Les yeux de Blanche se baissèrent, puis se relevèrent. Ses doigts tressaillirent. Son CV a été falsifié. Son titre de vice-présidente des opérations n'a jamais été approuvé. Elle a truqué les évaluations de performance internes, gonflé les descriptions de poste et contourné le comité d'entretien en utilisant des références familiales. Je brandis un email imprimé. Et voici le lanceur d'alerte qui l'a signalé. Quelqu'un de l'intérieur de Marlowe, copié au service juridique. Ils ont été ignorés. Jusqu'à récemment. Maître Alam hocha la tête. Si cela parvient au bureau de conformité de Marlowe, je serai sur liste noire, cracha Blanche. Non, dis-je calmement. Tu feras l'objet d'une enquête. Puis tu seras licencié. Puis poursuivi en justice. Papa ouvrit la bouche, mais Maître Alam fut plus rapide. Conformément au règlement 7D de la fiducie, un vote peut être demandé par le bénéficiaire majoritaire pour révoquer tout représentant impliqué dans une conduite contraire à l'éthique. Je me tournai vers Blanche. J'ai déjà demandé le vote. Voici les décisions signées de 3 des 5 membres du Conseil. Je les posai soigneusement sur la table. Avec effet immédiat, tu n'es plus représentante de la fiducie Chartier. Le silence craqua dans la pièce comme le tonnerre. Blanche repoussa sa chaise, la mâchoire serrée. Tu as monté ça. Tu complotais. Tu m'as donné le mobile, dis-je d'une voix égale. Tu m'as fourni la preuve. Papa se leva brusquement, mais avant qu'il ne puisse bouger, Constantin s'avança, les mains le long du corps, la voix égale. Ne. Ils se dévisagèrent, 2 hommes qui ne s'étaient jamais aimés, mais un seul d'entre eux avait encore quelque chose à perdre. J'ajustai mon manteau et me tournai vers les conseillers. Cette réunion est terminée. Je demanderai à notre conseil de s'occuper des formalités de transition. Puis je regardai Blanche. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction. À la porte, je m'arrêtai, la lumière du couloir tombant derrière moi. Et si l'un de vous deux essaie à nouveau d'interférer avec moi ou maman, je ne serai pas aussi douce. La porte d'entrée grinça alors que Constantin l'ouvrait. Je sortis la première, laissant le poids de cette maison derrière moi. Ça, chuchota Théil alors que nous marchions vers la voiture, c'était la plus silencieuse des chutes de micro que j'ai jamais vues. Je ne répondis pas, mais dans ce silence, je sentis quelque chose changer. Pas seulement le pouvoir, mais la paix. Alors que nous nous éloignions, je vérifiai ma boîte de réception, et là, il y avait un message du conseil d'administration de l'entreprise de Blanche. L'objet indiquait « Demande d'enquête concernant la conduite d'un cadre ». Je ne cliquai pas tout de suite. Je laissai les mots là, brillants sur l'écran, alors que la ligne d'horizon de Lyon défilait derrière la vitre passager. 3 jours passèrent avant que je ne réponde. J'attendis d'avoir dormi une nuit complète, attendis d'avoir arrosé les plantes sur mon porche, préparé lentement du café et m'être assise à côté de ma mère pendant qu'elle me racontait une recette de pâte à tarte qu'elle faisait quand elle était jeune. Puis j'ouvris l'email et répondis « Oui, je suis disposé à parler ». Le lendemain matin, j'entrai dans le siège social au panneau de verre de l'entreprise de Blanche, non pas comme sa sœur, non pas comme la fille dont on s'était moqué autrefois parce qu'elle était trop douce. Je vins comme témoin. Constantin proposa de m'accompagner, mais je lui demandai d'attendre dehors. Certaines batailles, il faut les affronter seul. À l'intérieur de la salle de conférence, 4 cadres étaient assis dans un silence immobile. L'une d'eux, Madame Canlet, vice-présidente de la conformité, parla la première. Madame Chartier, merci d'être venue. Nous avons reçu plusieurs documents de votre part. Avant de procéder officiellement, nous aimerions vous demander, maintenez-vous leur exactitude? J'acquiesçai. Chaque ligne. Elle croisa les mains. Nous étions déjà soupçonneux, pour être honnête. Ces indicateurs de performance ne correspondaient pas à ces qualifications. Le CV était tout simplement trop parfait. Un autre membre du conseil ajouta, et puis il y avait les approbations de dépenses erratiques. Ça n'avait pas de sens. Je ne jubilais pas. Je ne mentionnais pas les années que Blanche avait passées à chuchoter à la famille à quel point je manquais d'ambition ou de dynamisme. Je leur tendis simplement la vérité. 2 jours plus tard, sa photo disparut du site web de l'entreprise. Juste comme ça. La presse n'explosa pas, mais les chuchotements étaient partout.
Des titres discrets commencèrent à circuler sur les blogs financiers et les forums juridiques spécialisés, cadre suspendu sur fond d'allégations de fabrication de parcours, un tuyau de lanceur d'alerte confirme les inquiétudes concernant l'historique d'emploi d'une vice-présidente. Je n'ai jamais partagé la nouvelle publiquement. Je n'en avais pas besoin. Regarder son visage se dissoudre de ses pages en ligne immaculée suffisait. La semaine suivante, le temps s'adoucit, soleil printanier, brise légère et parfum de jasmin en fleurs devant mon nouveau centre communautaire. Je l'ai appelé le cercle du foyer. Nous avons ouvert discrètement, comme je le voulais. Pas de grands discours, pas de célébrités, juste des gens qui avaient vécu une destruction financière silencieuse et avaient besoin d'un endroit pour se reconstruire. Lors de l'inauguration, ma mère me prit la main. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Elle portait une veste bleu pâle, simple mais élégante, et ses cheveux étaient épinglés comme elle les portait quand j'étais petite. « Tu es revenue plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé », murmura-t-elle, sa voix se brisant vers la fin, mais elle ne pleura pas. Elle me regarda juste comme si elle voyait enfin la femme que j'étais devenue. Constantin se tenait un peu derrière nous, les bras croisés, des lunettes de soleil, comme il le fait toujours quand il essaie de ne pas pleurer non plus. À l'intérieur, des bénévoles aidaient déjà 2 femmes à naviguer dans les stratégies de reconstruction de crédit et à entrer en contact avec l'aide juridique. Un doux bourdonnement de restauration silencieuse. C'est ce que j'avais construit. C'est quelques après-midi plus tard que Blanche se montra. Je venais de terminer un cours de comptabilité avec 2 clientes et je versais du café dans des gobelets en papier quand la porte d'entrée grinça. Pas de caméra, pas d'entourage, juste elle. Ses talons étaient éraflés, son chemisier froissé. Elle se tenait au milieu de l'entrée comme quelqu'un qui avait perdu la capacité d'avancer ou de reculer. « J'ai tout perdu », dit-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Je ne tressaillis pas. Je ne me précipitai pas vers elle. Je m'approchai lentement, posai la cafetière et répondis, « Alors peut-être que maintenant tu comprendras ce que ça faisait. » Nous sommes restés là un moment, 2 sœurs qui avaient grandi dans la même maison mais avaient vécu des vies entièrement différentes. Il n'y eut pas d'excuses, pas de feu d'artifice, juste un long silence tendu entre nous comme un vieux pont que nous étions toutes les 2 trop fatiguées pour traverser. Elle hocha la tête une fois, se retourna et sortit par où elle était venue. Cette nuit-là, je me tenais seul sur le balcon devant mon bureau au centre. Les lumières à l'intérieur s'étaient tamisées, la plupart des bénévoles étaient partis. En bas, je pouvais entendre le vent frôler les haies et le faible bourdonnement des lumières du porche qui s'allumait. Certains combats ne se gagnent pas avec la fureur. Ils se gagnent avec la vérité silencieuse. Je fermai les yeux, posai ma main sur mon cœur et souris. Et cette fois, je n'ai pas seulement gagné. J'ai guéri. Alors la prochaine fois que quelqu'un se moque de vous parce que vous êtes trop simple, souriez simplement.